Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Au lieu de penser à celui qui, à un moment donné, parlait pour vous, ou que vous avez fait en sorte qu'il parle pour vous, parce que j'ai toujours dit, moi ça fait 30 ans que je dis, je ne suis le représentant de rien du tout, je ne vous représente pas, et qu'à un moment donné, il va falloir que vous parliez pour vous-même. Ma première intervention avec Sarkozy, au moment où ça avait fait la controverse en 2003, en visioconférence. La visioconférence, qui était aussi un piège de sa part, mais qu'il est tombé dedans, c'est-à-dire que lui-même, il espérait avoir une controverse médiatique. On pensait justement que il a dit, je vais le pulvériser. Ça va, je ne suis pas pulvérisé encore. Hotep, shalom, salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que la sagesse entre les mains d'Hassan al-Banna ou que le racisme dans les rues du monde arabe. Bienvenue dans les funérailles des tabous, votre émission désormais hebdomadaire qui, comme vous le savez, répond à l'injonction posée par Frantz Fanon, à savoir participer à la renaissance de la communauté afro par l'excellence. Autrement dit, très loin de la passivité, encore plus loin des larmes d'impuissance, et ce, en ne jurant que par une éthique de réflexion. La réflexion mise au service de l'action, de la transmission, de l'élévation. Ah, j'ai l'honneur de vous retrouver pour cette nouvelle saison, et on vous écoute, on est attentif, et figurez-vous qu'on s'améliore. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir, d'avoir parmi nous le public. Vous avez répondu présent, donc ça ne fait que contribuer à cette dynamique. Et on vous encourage à poursuivre en nous commentant, en nous encourageant. Alors, vous savez que des nouveaux départs doivent être marqués par un coup de tonnerre. Et aujourd'hui, on va en mettre un soigneusement. Et pour ce faire, j'ai la chance d'être entouré d'une équipe de choc et de charme, avec l'homme que l'on ne présente plus, le Cicéron avec des rastas, l'homme à la rhétorique d'acier, notre frère Maître Mbeko. Merci Herman, merci pour cette présentation dithyrambique et immodeste de ma personne. Et merci pour cette énergie que tu nous donnes et cet élan que tu nous apportes. Merci à toi, sois le bienvenu. Nous avons également l'honneur, le plaisir d'être accompagnés par une sœur dont vous allez voir, dont l'élégance et le raffinement n'a d'égal que la finesse d'esprit, la Néfertiti voilée, chère sœur Assitane. Merci Herman, un grand plaisir d'être avec vous pour ce go de cette nouvelle saison, dans un cadre aussi beau, avec un public aussi charmant et des invités de marque. Et enfin, l'homme orchestre, le chevalier Saint-Georges de la réalisation, le frère Philippe Fabignon. Merci Herman, merci pour cette présentation. Je suis honoré encore une fois de plus d'être à vos côtés et de faire que cette émission aille toujours un peu plus loin et avec des invités de marque et aussi des accompagnants qui sont de qualité. Voilà. Très bien, je te remercie. Alors, avant de vous présenter l'invité du jour, l'invité coup de tonnerre, si je puis dire, et c'est rien de le dire, hein, je peux vous assurer que certains d'entre nous ont eu mal à partir, certains d'entre nous vont dormir sur le canapé, tellement c'était houleux, tellement ça n'a pas été simple. Être ou ne pas être? Comme vous le savez, cette question qui entoure l'identité est centrale. Et à cette question, d'aucuns ont répondu que être, c'est être multiple. Je suis parce que des multiples sont en moi. Et il se trouve que certains d'entre nous, notre invité en particulier, pour d'aucuns, c'est le Zidane des débats télévisés. Pour d'autres, il est le Saladin à la plume en guise d'épée. Pour d'autres encore, il serait le DSK de l'Orient. D'autres même voient en lui le marquis de Sade des heures sombres. Nous allons voir qui il est. Nous allons voir qui il est. Cet invité, vous le connaissez certainement. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous vivez sur Mars. Il s'agit de monsieur Tariq Ramadan. Bonjour, cher monsieur. Bonjour et merci de cette invitation qui va pouvoir effectivement me permettre de clarifier un certain nombre des questions que vous avez posées. Alors que nous posons et surtout qu'on nous a posé, qu'on nous a martelé. Je ne vous cache pas que votre présence, que l'on avait annoncée à travers nos réseaux, que l'on avait annoncée dans notre entourage, a suscité beaucoup de réactions, pas toujours chaleureuses, pas toujours sympathiques. Donc aujourd'hui, on va essayer d'y voir plus clair. Nous allons voir l'homme, nous allons ensuite voir l'intellectuel et enfin, nous allons voir le religieux. Ça vous va? Très bien.
Bon. Alors, Monsieur Ramadan, l'homme, qui est Monsieur Ramadan? Si vous deviez vous définir en tant qu'homme, qui êtes-vous? C'est apparemment la question la plus simple et dans la réalité la question la plus difficile. Écoutez, moi, simplement, je suis un être humain dont j'ai tout de suite dit au moment où je prenais conscience de ma réalité que j'étais constitué d'identités multiples eu égard à ma trajectoire. Je suis d'origine égyptienne, de mémoire donc. Je suis de nationalité suisse et donc de culture occidentale. J'ai des pays d'adoption et des aspirations. Et puis surtout, ce à quoi j'ai dédié ma vie, c'est à servir l'être humain à partir de ma foi en Dieu et la justice à partir de ma conception de ce que doit être la réalité collective. Donc, j'ai toujours considéré que la façon dont je traduisais mon identité était liée à une conception d'une mission, c'est-à-dire servir. Servir. Très bien, je rebondis là-dessus. Vous avez évoqué les différentes identités, différents aspects. Maintenant, on ne peut pas occulter, évidemment, l'actualité sombre qui a entouré votre nom depuis quelques années, qui vous a amené au tribunal, qui vous a amené à devenir un numéro d'écrou et qui vous a fait peut-être pousser beaucoup de cheveux blancs en un temps record. Donc cette actualité, sans rentrer dans les détails, je ne suis ni procureur ni juge, simplement, elle est indispensable, on ne peut pas ne pas l'évoquer. Comment, à titre personnel, avez-vous vécu ce déferlement? J'ai cru comprendre que vous vous présentiez comme le nouveau Dreyfus. Donc comment vous avez-vous vécu ce qui vous est arrivé? Non, je pense qu'il faut distinguer les ordres. La question de Dreyfus et de la question de ce qui est et qui explique ce qui arrive est une chose. Vous avez deux questions là. La première question, elle est d'ordre personnel. Et la question d'ordre personnel, c'est que je me suis toujours mis au service de ce qui était la relation au divin et ce que le divin nous disait d'être par rapport aux êtres humains, c'est-à-dire toujours du côté de l'opprimé, quel qu'il soit, toujours, qu'il soit musulman ou d'autres confessions. Et puis, dans cette perspective-là, il y a la réalité humaine. Et depuis 40 ans que je m'exprime, à aucun moment de mes discours, je n'ai traduit les idéaux auxquels j'aspirais comme la réalité de ce qui me constituait. Je le disais même en conférence, je suis un être humain et ce que je vous dis, c'est ce que j'aimerais être. Pour être sûr de bien vous comprendre, parce que là, vous êtes un intellectuel, on doit démocratiser ou vulgariser le discours. Vous êtes en train de nous dire que dès le départ, vous marquez une différence entre ce que vous disiez et ce que vous étiez. C'est-à-dire, faites telle chose, mais ça ne signifie pas que c'est ce que je fais. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit exactement. Voilà. Très précisément, il y a ce à quoi j'aspire et la réalité de l'homme. Et tout être humain, et ça c'est une des traditions essentielles de toutes les religions. Vous le trouvez dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'islam, mais également dans toutes les spiritualités, c'est que nous sommes des êtres qui avons nos faiblesses et nos vulnérabilités. Le fait d'appeler les gens à l'excellence ne veut pas dire que nous l'avons atteint. Elle veut simplement dire que c'est une dimension sur le chemin. Et je disais même en conférence, je ne suis pas à la hauteur des principes que je vous enseigne. Comme vous, j'y aspire. Et donc, je n'ai jamais considéré ou je n'ai jamais eu un discours qui était hypocrite au point, ou tartuffe au point de dire que j'étais l'excellence et que je l'enseignais. Non, j'enseignais l'excellence et j'essayais d'y parvenir, avec toutes les faiblesses. Et souvent, j'ai dit ceci. Et donc voilà, dans ma réalité, dans ce que vous dites qui était le côté sombre, ce n'est pas le côté sombre, c'est le côté humain, c'est la réalité de quelqu'un qui essaye de faire en sorte que sa vie réponde aux principes qu'il enseigne. Et que j'ai commis dans ma vie des erreurs, que j'ai commis des fautes, elles peuvent être d'ordre humain, elles peuvent être d'ordre moral, qui sont la réalité. Et je les assume. Je les assume complètement. Autant j'assume mon discours qui est au service de l'excellence, autant j'assume ma réalité qui est la réalité de la faiblesse humaine. Est-ce à dire que ça justifie ce que j'ai fait? Non, ça ne vous regarde pas et ça ne regarde personne sur la terre. Ça regarde ma relation à Dieu et ça regarde ma relation même à ma famille, à mes enfants, mais pas à vous. Personne sur la surface de la terre n'a apporté de jugement moral. La morale, ce n'est pas le tribunal des autres,
c'est la lumière intérieure de chacun. Chacun C'est essaie une de... formule, ça. C'est pas une formule, c'est une réalité. Elle est très importante. Elle est très importante parce que beaucoup de gens Oui. ont quitté la religion, ont quitté la foi parce que les hommes ont fait de la morale, c'est-à-dire le tribunal et le jugement des autres. Non, c'est l'évaluation personnelle qui nous permet de trouver la voie, le chemin, la lumière. Je vais même vous dire une chose. Vous avez parlé de la face sombre publiquement de ce qui m'arrive. J'aimerais vous dire que quand j'étais en prison, dans cette expérience de l'épreuve, mais ce n'est pas la face sombre qui est apparue, c'est la face lumineuse de Dieu qui me dit « Reviens, reviens. Si eux, ils te voient tomber, je suis en train de t'élever. D'accord. Et eux, ils te voient te tomber. Donc le regard extérieur des autres ne m'intéresse pas. Et Alors, même si ceux vous- qui, si vous voulez qui ont bien- réagi à l'émission là, Monsieur en vous Ramadan, disant si- il faudrait qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, Si vous voulez bien, ça la m'intéresse pas la dimension, sans vouloir vous interrompre, hein, la dimension spirituelle, on va la consacrer à la fin de l'émission, même si elle traverse évidemment votre identité, votre être, donc on ne peut pas totalement s'en détacher. Néanmoins, j'aimerais revenir, avant de céder la parole à mes frères et sœurs, sur un point. Vous dites, finalement, ce que je fais, ça me regarde moi et pas les autres, tout au plus ma famille. Bon. Simplement, dans un monde médiatisé, vous étiez un représentant, que vous le vouliez ou non. En tant que représentant, vous incarniez une identité collective. Et à l'égard de la communauté que vous représentiez, il y a quand même un devoir, ou en tout cas, oui, un devoir de représentation et un devoir d'explication. Donc, à cet égard, est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez balayer d'un revers de main à dire ce que j'ai fait ne regarde pas ma communauté? Faites attention à la nuance de ce que je dis et à la façon un peu carrée par laquelle vous le retraduisez avec vos mots. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que ma relation à mes faiblesses et à ma vulnérabilité ne concerne que moi. C'est-à-dire que moi, si maintenant j'apprends de vous, quel que soit ce que vous représentez publiquement, que vous pouvez avoir des défaillances, est-ce que c'est à moi de venir vers vous, de dire « mais tu dois t'excuser auprès de moi ?» Mais non, c'est vous et votre destin. C'est ça que je veux dire. Je veux dire que sur le plan moral, c'est quelque chose qui est une édification. Et encore une fois, je vous le dis, si pour les yeux du public ce fut une chute, pour la réalité de mon être, ce fut une élévation. Et on a une formule coranique qui nous dit peut-être que vous détestez une chose et qu'elle est bonne pour vous. Oui. Et donc ce qui m'est arrivé est très bien pour moi. Et je remercie spirituellement et humainement Dieu de m'avoir fait vivre ceci avant ma mort. Très bien. Ça, c'est un élément. Et le deuxième élément, j'en arrive quand même à votre question parce qu'elle est importante, par rapport au public, par rapport à ce que je représente. Eh bien, il y a deux choses. Ce qui m'est arrivé, c'est comme un livre qui s'ouvre pour la communauté qui m'écoutait et qui me suit. Et qui dit, attendez, vous écoutiez un homme qui vous traduisait un message ou vous avez confondu l'homme avec le message? Si vous avez confondu l'homme avec le message, vous vous êtes trompé. L'homme qui vous parlait de ce message reste un homme et ne le confondez pas avec son message. Gardez de son message l'essentiel du chemin vers la lumière et apprenez de lui que même en tant que conférencier, même qu'en tant que figure publique, il reste un homme. Et que, en fait, le meilleur enseignement, c'est pas de savoir qu'il est tombé. Le meilleur enseignement, c'est de reconnaître qu'il est resté debout. C'est ça, le message. Le message, c'est que malgré tout ce qui m'est arrivé, parce qu'après, on peut parler de mes fautes, mais quelle instrumentalisation politique et médiatique a été faite de mon affaire pour que les gens se rendent compte qu'en fait, les faiblesses humaines que j'ai, comme tous ici, et vous compris, et n'importe lequel d'entre nous, ont été utilisées politiquement pour salir un homme et atteindre autre chose que l'homme, c'est-à-dire la représentation. Exactement. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens, quand ils vous entendent en disant « mais est-ce que vous n'avez pas le devoir d'explication ?» Le devoir d'explication, toujours. La défense de la justification, jamais. J'ai à me justifier que devant Dieu, et lui, il sait ce qui m'est arrivé. Parce qu'on est porteur d'une histoire, on est porteur de blessures, et ça me regarde, et encore une fois, ceux qui me sont proches. Maintenant, sur le plan social, sur le plan de la communauté, j'aimerais un tout petit peu que certains se réveillent, et qu'au lieu d'être déçus par ce qu'ils ont idéalisé, ils comprennent les défis de ceux avec lesquels ils marchent et qu'ils avancent, parce que c'est ça les vrais défis aujourd'hui qui sont les nôtres politiquement et socialement.
Ramadan, j'ai bien compris. Je vois que je sens la lumière, puisque on parle de ça, de cette fameuse lumière, ou le fameux soi que vous avez probablement redécouvert ou, à travers cette épreuve, comme un voyage du héros. Mais si on pouvait se transporter, revenir en arrière, est-ce que ce personnage justement public qui était conférencier, est-ce que vous n'êtes pas tombé dedans, vous n'êtes pas pris les pieds dedans vous-même, si vous voulez? Est-ce que vous aviez autant de recul que vous l'avez aujourd'hui? Ou est-ce que c'est ce cheminement qui vous fait parler aujourd'hui comme cela? Mais est-ce que si on pouvait se transporter à l'époque, est-ce qu'il n'y avait pas une certaine arrogance? Est-ce qu'il n'y avait pas un personnage qui lui-même était collé? Vous aviez ce masque et vous n'avez pas eu le recul de voir que vous l'aviez vraiment sur vous et vous étiez collé. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et les deux sont vrais. C'est-à-dire que, encore une fois, je veux dire, pour certains, l'image du conférencier qui parlait de ces sujets en permanence, en fait, parce que j'en parlais tout le temps, j'étais amené à intervenir partout dans le monde. Maintenant, ils relisent en disant qu'il y avait peut-être une arrogance derrière. Je vais vous dire une chose. Reprenez le fil de tous ces débats et vous verrez que dans ce que je dis, je suis extrêmement lucide sur ce que je vis. Le Tartuffe, c'est celui qui présente une image et qui assume derrière ses contradictions sans même le savoir. Moi, je suis très lucide sur ce que je vis. Je sais exactement ce que je suis en train de vivre. Et je vous suggère de me prêter la sincérité de celui qui sait qu'il a des contradictions et qu'il vit avec. Je voyageais beaucoup, j'avais une certaine solitude, une certaine introspection, et je savais, et vous savez, la fragilité, c'est pas quelque chose que vous vivez dans la permanence, vous avez des hauts et des bas, et à des moments donnés, j'étais dans une cohérence absolue, puis à d'autres moments, j'étais dans des difficultés, qui étaient des difficultés personnelles, qui sont des souffrances. Moi, je viens pas d'une famille qui a vécu les choses simplement, je lis pas une histoire, je veux dire, les gens ne savent pas, on ne construit pas sa vie dans l'idéalité de la foi, mais dans les blessures de la vie. C'est-à-dire que les morts qui sont autour de moi, les gens qui sont partis dans ma vie, à des moments donnés, vous avez des hauts et des bas. Donc, dans la vie qui précédait, j'avais ça. Et j'avais des moments de très grande sincérité et des moments de trouble. Donc, l'idée que le avant était l'arrogance de celui qui faisait comme s'il ne savait pas, et le après, l'épreuve de celui qui l'a éduqué, ça ne veut rien dire. C'est pas comme ça la vie. La vie, c'est qu'avant, j'avais des hauts et des bas. Et qu'après, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai pensé avant que je réussirais à résoudre la réalité. J'avais des moments où je me suis dit, je vais y arriver, je veux dire, à résoudre ceci sur le plan, comme n'importe quel être humain. C'est-à-dire que quand on a dans sa vie des défis spirituels, on essaye toujours. Et ça a été mon djihad au sens de cet effort et de cette résistance personnelle. Donc avant, j'avais cette lucidité-là. Et à un moment donné, ce qui a été la grâce du divin dans mon parcours, c'est qu'il m'a fait comprendre que même avec la plus grande volonté du monde, j'y arriverais pas. Qu'il fallait qu'il intervienne dans ma vie pour m'appeler d'une certaine façon. Et donc, il m'a donné à vivre une chose à laquelle je ne m'attendais pas, et qui était effectivement dans une vie qui était extrêmement agitée, toujours au service du message, parce que j'ai fait que ça toute ma vie. Moi, pendant 30 ans, je voyageais pour ça. À un moment donné, il m'a arrêté. Il m'a dit, il va falloir que tu t'occupes de toi, et uniquement de toi. Est-ce qu'on ne passait pas du messager, on ne passait pas à la starification, à quelque chose qui partait au-delà justement de ce fameux message dont vous nous parlez, mais qui était plus je voyage de plateau en plateau, je prends l'avion un peu partout, je suis adoré. Philippe, moi j'ai envie de dire, si le prophète était descendu sur Terre à notre époque, est-ce qu'il n'aurait pas aussi fait des interviews ? Si c'est le canal par lequel on doit exprimer
finalement le message et que c'était l'actualité, qu'il y avait les réseaux sociaux, est-ce qu'il ne l'aurait pas fait? Moi, je pense que oui. C'est pas les interviews que je remets en cause, c'est simplement le fait de passer. En fait, ce sont peut-être des causes qui ont amené à ce qu'on se crée un personnage qu'on ne voit plus, si tu veux, la réalité, et qu'on se prenne les pieds dans le tapis et qu'à un moment donné, on ait la grosse tête, disons-le clairement, Moi, je pense pas à qu'on grosse prenne tête. la grosse tête. Moi, je pense pas grosse tête. Je pense absence de garde-fou. Je pense qu'un individu, peu importe sa foi, quand il est surexposé et qu'il n'a pas une institution qui le protège, qui encadre ce qu'il fait, forcément, il y a des moments où tu vacilles plus facilement. Tu acceptes plus facilement des choses qui, si tu étais dans un cercle et dans un cadre bien strict, disons une institution, une association, une organisation, qui va à chaque fois baliser le terrain que tu vas emprunter, tu es beaucoup moins enclin à basculer. Moi, je pense, quand je regarde le parcours de M. Ramadan, qu'il a manqué ça. C'est-à-dire qu'il arrive à un niveau, un niveau Donc, la c'était trop pour la personne. pas starification, parce que c'est un mot qui pour moi est péjoratif, mais de visibilité, un niveau de visibilité, sans avoir tous les garde-fous nécessaires autour pour éviter de vaciller et pour éviter de céder à des tentations qui sont humaines et qui arrivent avec la visibilité. Alors juste, j'aimerais dire, parce que là, non, je pense que les deux interventions sont importantes dans le prolongement d'une question qui est très légitime. Parce que moi, je prends ce mot-là, starification. Oui. La question, elle est celle-ci. Est-ce que j'ai joué le jeu de ma starification ou est-ce que c'est le produit d'une façon que malheureusement, beaucoup dans le public et même dans le public musulman ont tendance à être par rapport à ceux qu'on appelle des leaders charismatiques ou des... C'est ça le problème. J'ai dit pendant des années, le problème des leaders charismatiques, c'est leur charisme. Et je disais au public, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel et vous suivez une personne. Et j'ai dit tout ceci. Le problème, c'est les autres. Alors attendez, non. Le problème, il est le suivant. Il est qu'effectivement, jusqu'à aujourd'hui, on a un type de rapport au discours. Vous savez, on a fait des études aux États-Unis sur la façon, et vous pourriez trouver ceci chez les juifs, chez les chrétiens ou chez n'importe quelle personne qui est publique. On a étudié quels sont les leaders que le public va voir. À 84%, le public va voir des leaders qui confirment ce que eux pensaient avant de venir. C'est-à-dire, on va voir des gens qui nous disent ça, c'est un processus logique. Ce qui est arrivé dans ma situation, c'est deux choses. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, est-ce que j'ai joué le jeu de cette starification, de me mettre en avant? Ça, c'est pas ce que j'ai fait. Ce qui arrivait dans le public est une chose qui était différente et qui est effectivement, à un moment donné, il y a eu une idéalisation de la personne. Est-ce que j'ai joué le jeu de cette idéalisation? Écoutez ce que j'ai dit pendant 30 ans et vous verrez que j'étais moi-même autocritique de mon propre discours. Est-ce que ça explique ce qui m'est arrivé? Non. Ce qui, par contre, est une réalité, c'est qu'en étant au service de ce message, je répondais à pratiquement 60% des invitations. J'allais effectivement et je voyageais et j'allais à gauche. Ce qui est vrai dans ce qui vient d'être dit, c'est ceci, c'est qu'à un moment donné, au service du message, j'ai eu des organisations, j'ai eu des personnes autour de moi qui m'ont pressé comme un citron en disant « on va prendre le maximum de lui, vas-y, parle, viens ici ». Ils ne s'intéressaient pas à mon état émotionnel, ni à mon état spirituel. C'était la parole qui allait compter. À un moment donné, c'est là mon erreur. C'est que j'ai accepté d'être exposé dans une véritable solitude. C'est-à-dire que j'ai parlé à des foules de dizaines de milliers de personnes dans une profonde solitude spirituelle, dans un parcours qui était d'une vraie... vulnérable, d'une certaine façon, à des réalités. Et à un moment donné, j'ai pensé que je retrouverais les moyens de cette protection, ce que je n'ai pas réussi à faire, et qui a été, encore une fois, de me rappeler une chose, c'est que ce qui allait me protéger, effectivement, c'est une relation au divin, mais votre entourage, mais les gens qui sont autour de vous, les gens qui peuvent vous protéger de vous-même et qui vous écoutent, pas simplement qui vous écoutent dans ce que vous dites aux autres, mais dans ce que vous dites à vous-même, qui sont dans la véritable fraternité et qui peuvent, cette réalité-là, ce cercle, cet entourage, moi, je ne l'ai pas eu. Vous a fait défaut. Moi, j'ai une remarque, c'est que quand vous étiez à votre firmament, pourquoi vous n'avez pas pris le temps de créer une institution
pour faire émerger des femmes et des hommes qui partagent votre vision, qui partagent vos valeurs et vos principes, et qui vous permettent, vous, de vous mettre un peu en retrait, et d'avoir un partage de visibilité, et d'avoir surtout des moments à vous. Parce que la solitude, qu'est-ce que c'est? C'est enchaîner, enchaîner, enchaîner pour les autres et s'oublier soi-même. Et quand on s'oublie soi-même, c'est là qu'on est plus enclin à basculer sur des tentations, basculer sur des opportunités qui, en temps normal, quand on est fort, on les écarte. Est-ce que vous, le fait de ne pas avoir de créer d'institutions autour de vous, ne vous a pas coûté aussi cette chute? Alors attention, il faut faire attention parce que les choses ne sont pas linéaires. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que ce que je veux dire dans la vie d'avant, alors j'ai créé des mouvements qui étaient des mouvements de pensée. J'ai créé et j'ai participé à la fondation de 5 ou 6 institutions qui étaient effectivement des gens qui travaillaient avec moi, c'est-à-dire autant le European Muslim Network que le colloque international des musulmans dans l'espace francophone qui allait jusqu'en Afrique. J'ai créé le centre de recherche, j'étais aussi à l'université, donc j'avais des institutions autour de moi. Et donc de ce point de vue, vous voyez, ce n'est pas linéaire, c'est-à-dire vous pouvez avoir les institutions. J'ai même fait en sorte, quand je donnais des conférences, d'avoir des personnes qui venaient à côté de moi et qui prenaient la parole et dont le but c'était de former de nouveaux orateurs, de former des personnes. Donc ce travail de transmission, je n'ai pas arrêté moi pendant... on peut avoir une fausse idée en pensant, il vient, il fait une conférence et tout ceci. J'ai passé 80% de mon temps, non pas à faire des conférences, mais à être un formateur. C'est-à-dire je formais des gens, je donnais des... J'ai pendant 12 ans de ma vie donner des universités populaires. C'est-à-dire, il m'arrivait de faire 4 villes en un week-end où j'allais voir des gens et c'était des universités, c'était de la formation. Et parmi les personnes que vous avez formées, professeur, excusez-moi de vous interrompre, est-ce qu'il n'y avait pas, au moment où vous êtes tombé dans la soupe médiatique, quelqu'un qui était prêt à reprendre le filon, voilà, à reprendre le flambeau et à ne pas nous laisser, nous, communauté musulmane, avec les représentants qu'on a aujourd'hui et qui sont quelquefois douteux, sans dire de nom. Chalgoumi Éventuellement. C'est celui qui parle à l'infinitif. C'est ça, absolument. Écoutez, j'ai essayé, autant que faire se peut, effectivement, de faire en sorte que d'autres figures apparaissent et qui prennent la parole. Deux choses se sont pas... Alors, déjà, simplement, ce que j'aimerais faire le lien avec ce que vous dites, c'est-à-dire pourquoi je dis que ce n'était pas linéaire. Vous m'avez dit, est-ce que vous n'avez pas fait ceci, former des gens à prendre la parole et de ne pas être tout seul? Les faire émerger sur la scène publique. Je l'ai fait, j'ai essayé de le faire autant. Et il y en a même qui ont émergé sur la scène publique pendant et après, dont ils ont compris, il ne faut absolument pas que j'associe mon nom à Tariq Ramadan, parce que ça va me diaboliser. Alors, il faut comprendre une chose, c'est-à-dire que je l'ai fait. Pourquoi je vous dis que ce n'est pas linéaire? Parce que cette plateforme-là, elle existait. Mais la solitude, ce n'est pas ça. La solitude, ce n'est pas que vous êtes tout le temps seul. C'est qu'à des moments donnés, vous faites ceci, vous travaillez, vous êtes dans l'institution. Alors, je partais d'institution en institution. Et à des moments donnés, effectivement, vous avez des baisses de régime, vous avez des faiblesses, vous savez, il faut comprendre à un moment donné, dans la vie d'un homme, ce que la fatigue accumulée peut exposer l'homme dans sa vulnérabilité émotionnelle. Et ça, c'est comme ceci. Donc, il y a une voie ascendante. Donc, tout ceci faisait partie de ma vie. C'est pour ça que j'aimerais pas qu'on comprenne qu'avant, c'était la contradiction assumée. Non, non, c'est pas comme ça. C'est des moments, ce sont des instants et c'est difficile. Dans le travail qui a été fait avec un certain nombre de personnes, comprenez bien, vous êtes en train de dire, mais avant, vous étiez au firmament avant l'affaire. Oui. Attendez, au firmament par rapport à un certain type de public. Mais dans ce public-là, est-ce qu'ils étaient prêts à s'exposer à l'autre partie? Parce qu'en France, par exemple, pendant 5 ans, j'avais disparu de la scène médiatique. Depuis l'arrivée de Valls aux affaires, c'était terminé, il ne fallait plus inviter Tariq Ramadan. Donc, toutes les émissions dont vous parlez, elles datent des années 2010, 2011, 2012. Et après, pour certains, l'idée de s'associer à mon nom avant l'affaire était déjà problématique. Et donc, parce qu'à l'époque, on dit que vous aviez un double discours. Oui, mais pas seulement. C'est le petit-fils du fondateur des Frères musulmans, il a un double discours, c'est le frère de ci, etc. Donc la diabolisation avait déjà commencé. Je veux dire, ça fait 30 ans que dans ce pays, je ne peux pas intervenir dans une université, que je n'avais pas de salle, tout ça, je l'ai connu auparavant. Et un certain nombre de personnes qui émergeaient, à des moments donnés, reprenaient mes idées dans leurs ouvrages sans citer mon nom.
Parce que, et moi je l'acceptais ceci, je dis mais vous n'avez pas à vous exposer bêtement, allez-y, le plus important c'est l'idée, c'est pas la personne ni sa source. Et donc il y a eu un certain nombre de personnes et qui sont apparues même beaucoup plus éloignées, c'est-à-dire que beaucoup de ceux des plus jeunes aujourd'hui qui ont un certain discours, une certaine tenue, même sur le plan médiatique, si vous les voyez en privé, ils vous diront d'où est venu ce travail de formation. Mais en public, ils ne citeront jamais de nom. Parce qu'ils savent qu'au moment où vous citez le nom, Ils se disqualifient. c'est fini. Vous êtes hors de... Je veux dire, regardez ce qui arrive aujourd'hui à Médine, intervient chez les écologistes. Je veux dire, la faute, une des fautes la plus importante, c'est qu'à un moment donné, il était associé à Tariq Ramadan. C'est la faute qui est la faute... c'est apparu dans les médias. Peut-être qu'il y a eu certains de ces textes qui portaient à confusion sur le terrain de la laïcité notamment. Mais avant de poursuivre sur l'intellectuel que vous êtes et dont on peut vérifier la pertinence, j'aimerais quand même revenir sur l'homme, et en l'occurrence l'homme marié. Le frère Mbeko parlait de garde-fou. Et vous êtes marié depuis un certain nombre d'années. Certains aiment à dire qu'un homme sans femme ne voit que d'un œil. Et vous, en tant qu'homme marié, vous avez donc normalement une clarté. Donc ma question est, quelle a été dans ce cheminement, dans le combat vis-à-vis de vous-même, la place, le rôle, si je peux me permettre, de votre femme? Est-ce que vous la teniez à l'écart totalement? Est-ce qu'elle a découvert un Tariq Ramadan au moment où l'affaire s'est abattue sur vous? Ou alors est-ce qu'elle connaissait cette part sombre de vous, mais par amour ou autre, elle faisait front, par unité? Quelle était... Non, toute cette partie de ma vie, c'est quelque chose que je vivais absolument seul. Okay. C'est-à-dire qu'elle, elle le découvre au moment où les choses apparaissent sur la scène publique. Et ce qui est d'autant plus à son honneur, à elle en tant que femme, et ensuite aussi à mes enfants, c'est qu'eux, ils apprennent ceci au moment où les choses apparaissent. Et qu'à un moment donné, ils font ce que je pense être l'idéal du comportement humain sur le plan moral, c'est qu'ils essayent de comprendre ce qui est arrivé, refusent le jugement définitif parce que l'amour est plus fort que ce jugement définitif, et essayent de comprendre comment les choses ont pu se dérouler et voir aussi que derrière tout ceci, derrière la faute morale admise et reconnue, il y a un jeu politique, et il y a des mensonges, et il y a la volonté de salir et de détruire un homme. Donc ils comprennent tout ceci, c'est-à-dire que l'aspect moral et l'aspect... non, ma femme, comme encore une fois, toute ma famille, mais ma femme spécifiquement, apprend les choses après coup et réagit avec la noblesse d'un être qui aime et qui comprend, et non pas ce que certains auraient aimé que ce fût, à savoir la condamnation d'une personne qui découvrirait la face sombre. Et moi, c'est ça aussi qui m'intéresse de dire à certaines personnes. Et vous pensez cette femme et ses enfants que j'ai et qui m'ont accompagné dans ma vie pendant toutes ces années, ils m'ont vu de près quand même dans ma vie, ils m'ont accompagné. Pour certains, j'ai même été leur papa. Et j'ai été son mari. Si j'étais aussi mauvais, si tout ce qui était de l'ordre de l'hypocrisie, vous pensez qu'il serait là et de cette façon-là? Il y a bien quelque chose d'autre dans toute cette équation qui fait qu'à un moment donné, les gens devraient suspendre leur jugement. Est-ce que sa sagesse a été immédiate ou est-ce qu'il y a eu un temps de réflexion ou une forme de décision en 2 temps prise de la part de Madame Ramadan? Il faudra lui demander à elle directement par rapport à ça. Moi, j'étais en prison et le navire. La première, le premier parloir, elle était... Elle a toujours été là. Elle a toujours été là. Elle aurait pu, effectivement. Tout à fait. Elle aurait pu se... Voilà. Et la même chose, j'aurais pu voir mes enfants s'éloigner. Et depuis le premier moment, moi, je suis entré en prison le 2 février 2018. Je n'ai pu les voir ma femme et ma fille aînée qui était à Paris qu'un mois et demi plus tard,
pendant toute cette période, ça a été un soutien indéfectible dans l'épreuve. Maintenant, ce qui s'est passé en termes de questionnement personnel, de doute et tout ceci, il y en a eu évidemment. Ça a été difficile, évidemment. Sur le fond et comment ça a été vécu, c'est elle seule qui pourra vous répondre. Mais ce que je peux vous dire dans ma trajectoire à moi, c'est que ça a aussi été un double don de Dieu, ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que non seulement il me fait faire une épreuve, il me fait vivre une épreuve qui va me ramener au centre, qui va me ramener à lui, et il va me permettre de mieux voir et de voir avec l'œil du cœur Votre ce qui bilan m'entoure. perso est hyper positif et je pense que c'est vraiment ce que l'islam dit. Hein. L'épreuve, elle renforce, elle est là pour briser des paradigmes, pour nous mettre sur une autre direction. Moi, je parle souvent de rond-point et prendre la bonne sortie, celle qu'on n'aurait éventuellement pas prise. Donc, à titre personnel, et je pense que c'est aussi le discours que vous devez tenir, du fait, voilà, de la renaissance d'un nouvel homme, du fait de remettre en question et reconstruire des choses. Mais pour la communauté musulmane, est-ce qu'on peut faire une conclusion aussi positive de est-ce que c'est pas finalement la communauté la grande perdante de ce qui vous est arrivé à vous? Parce qu'effectivement, il y avait cette voix sage qu'on avait médiatiquement, qu'on n'a plus aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous en pensez encore une fois, j'aimerais vraiment que vous compreniez que 5 ans avant cette affaire, la voix médiatique, elle avait disparu, j'apparaissais déjà plus. Et que ça, c'était un plan. C'était un plan politique. C'est-à-dire que vous, ce que vous voyez, c'est la voix de la sagesse de celui qui résiste. Ça, c'était déjà un plan en France. Et comment vous expliquez cette disparition médiatique de l'espace français? Il ne fallait pas que j'apparaisse, parce qu'en fait, ce que vous savez quand vous êtes dans les médias, c'est que même quand vous apparaissez et que vous êtes attaqué sur le plan médiatique, votre façon d'être attaqué et de réagir vous donne une audience qui les gênait. C'est-à-dire que moi, j'avais des animateurs qui me disaient, mais tu sais, tu es la quadrature du cercle. Ils sont embêtés avec toi. Parce que quand tu viens, ça fait du monde, et en même temps, quand tu parles, même quand tu es critiqué, c'est entendu. Et donc, ils mettaient en évidence le fait que médiatiquement, et vous le savez, oui, mais bonne ou mauvaise publicité, c'est toujours de la publicité. Donc le mieux, c'était de le faire disparaître. Et donc, à un moment donné, j'étais plus du tout invité. Donc, justement, cet aspect, sans vouloir vous interrompre, cet aspect-là, j'ai du mal à le saisir. Je pense ne pas être le seul. Pourquoi, alors que vous présentiez un discours réformiste, un discours qui visait à remettre en cause, remettre sur la table, on vous a même reproché l'emploi du mot moratoire, remettre sur la table certaines réalités religieuses ancestrales. Donc vous associez, contrairement à d'autres, par exemple, vous étiez l'anti-Zemmour, vous estimiez qu'on pouvait être musulman et français, il n'y avait pas d'incompatibilité. Pourquoi alors que vous incarnez ces lumières dans l'islam, vous avez été blacklisté? Alors, je vais y venir, parce que c'est une question qui est essentielle. Parce que vous ne pouvez pas comprendre la dangerosité de ma présence sur la scène si vous ne comprenez pas les enjeux qui sont exactement là. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est simplement rebondir sur ce que vous disiez et revenir à votre question. Quand la perdante dans tout ça, c'est la communauté musulmane, parce qu'elle perd peut-être quelqu'un qui apparaissait. D'abord, le processus a commencé avant. Et maintenant, au contraire, si seulement cette communauté musulmane est loin d'un certain nombre de leaders, parce qu'un certain nombre de leaders, ils me disent qu'il faut que j'arrête de parler de l'islam, il faut que je parte à la montagne, que je fasse complètement autre chose. Et vous savez, la communauté, elle n'est pas naïve, ils comprennent très très bien ce qui s'est passé. Ils voient très bien que c'était un jeu politique et que c'est une affaire politique, cette affaire-là. C'est pour ça que je l'amenais sur le plan de Dreyfus, c'est-à-dire, attention, vous traitez les musulmans aujourd'hui et les figures musulmanes comme vous avez traité racisme historique oblige la communauté juive à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, mais moi je suis en face de juges qui savent, comme vous, que je suis innocent de viol. Mais ils construisent un dossier. Le dossier, il est construit. Il est construit. Et mes avocats qui sont dedans, ils disent, c'est un truc de dingue. J'ai des avocats qui disent, mais j'ai jamais vu ça. Je veux dire, des trucs de malade. C'est-à-dire que la personne, elle est dans la salle alors qu'elle dit qu'elle est séquestrée. On a la photo de la salle. Et la juge, ah ben c'est peut-être qu'elle ait dit la vérité. L'autre, elle sait ni l'heure, ni la date, ni rien. Ah ben c'est peut-être que quoi. Et il y aurait emprise en fait. Ça, c'est le nouveau terme à la mode. Bref, tout ceci, ils le savent. Donc l'enjeu, il est politique. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à la communauté, c'est de dire, écoutez, au lieu de penser à celui qui, à un moment donné, parlait pour vous,
ou que vous avez fait en sorte qu'il parle pour vous, parce que j'ai toujours dit, moi ça fait 30 ans que je dis, je ne suis le représentant de rien du tout, je ne vous représente pas, et qu'à un moment donné, il va falloir que vous parliez pour vous-même. Ma première intervention avec Sarkozy, au moment où ça avait fait la controverse en 2003. En visioconférence. La visioconférence, qui était aussi un piège de sa part, mais qu'il est tombé dedans, c'est-à-dire que lui-même, il espérait avoir une controverse médiatique. On pensait justement que il a dit, je vais le pulvériser. Ça va, je ne suis pas pulvérisé encore, malgré toutes ces affaires-là. Vous ne regrettez pas l'emploi du mot moratoire? Pardon? Vous ne regrettez pas Pas du tout. Et si non, je veux dire, je le réutiliserai. Il faut contextualiser, parce que comme c'est des raccourcis, et le public n'a pas forcément conscience à quoi tu fais référence, Voilà. prends le temps d'expliquer ce que c'est que le moratoire et pourquoi M. Ramadan a été victime d'une tentative de piège. J'aimerais bien que M. Ramadan finisse ce qu'il disait. Alors, juste par rapport à ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans cet engagement médiatique, moi, ce que j'ai toujours dit, quand j'ai parlé à Sarkozy, je lui ai dit, mais maintenant, nous parlons pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous arrêtiez de parler pour nous. Que lui, il nous demande un moufti pour nous expliquer que la violence sociale, il faut qu'un imam dise que c'est anti-islamique. Dire maintenant, la violence sociale, elle serait islamisée. Donc tout ce discours-là, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours eu. Et que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, par rapport aux gens qui se sont cachés derrière ma présence médiatique, je vais dire, à un moment donné, c'est une belle leçon ce qui vous arrive. Vous avez idéalisé un homme, ne l'idéalisez jamais. La seule chose qui est porteuse d'idéaux, c'est le message. C'est le message lui-même. C'est votre religion, l'idéal, ce n'est pas un homme. Deuxième des choses, apprenez de ce qui m'est arrivé. Et qu'aujourd'hui, je vois des gens qui enlèvent la caution de l'islamophobie dans ce qui m'arrive en disant bah, c'est juste une question morale, c'est qu'ils ne comprennent rien. En fait, c'est un vrai cas d'islamophobie caractérisé. C'est-à-dire cet homme-là, il faut le faire disparaître de la scène. Et qu'à un moment donné, il faut qu'aujourd'hui, des femmes et des hommes, et c'est ce que je continue à faire. Vous savez, maintenant, je fais des formations sur la prise de parole et l'art du débat. Pour dire, maintenant, il va falloir que vous parliez. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser qu'on parle à votre place. Donc, je fais ces formations-là. Aujourd'hui, c'est aussi mon travail qui poursuit. Je continue ceci. Donc, je suis toujours au service de la même chose. Donc, pour les êtres doués d'intelligence, rien n'a été perdu. Tout est à gagner. En sachant qu'à un moment donné, voilà, maintenant, moi, ma vie, c'est pas d'être devant une caméra. Ma vie, c'est de servir et d'enseigner. Et les 1% de ce que le public voyait devant les caméras ne cacheront jamais pour moi les 99% de ce que je faisais dans l'ombre, la formation, voyager pour former, faire éduquer, transmettre. C'est ça mon travail. C'est ça mon travail. Le 1%, c'est quoi? Vous savez, c'est l'agitation médiatique qui peut, à des moments donnés, si vous vous y perdez, faire en sorte que vous ne connaissez pas votre voix. Et ça me permet de rebondir, si je peux me permettre, juste pour dire une chose. Pourquoi ce discours était gênant? Je vais vous dire une chose. Si vous arrivez devant une TV française aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, vous avez un français cassé, un français mal à propos, vous ne savez pas vous exprimer. Ça, c'est une des voies de figure et vous pouvez imaginer à qui je fais référence. Non, si vous avez... C'est les funérailles tabou, M. Ramadan. On parle de Chalgoumi. On parle d'un individu... Non, pas seulement. Non, mais pas seulement. Moi, je le cite parce que c'est l'un des plus médiatisés. On parle d'un individu qui a le verbe bas, qui parle un français approximatif, qui bien souvent ne conjugue pas, et qui est régulièrement invité sur le plateau télé, donnant une image pathétique, pour ne pas dire ridicule, de la communauté musulmane, pour faire plaisir aux bas instincts des racistes français. Je ferme ma parenthèse. Ok, les choses sont dites, et moi, au-delà de cette image-là, il y a énormément de personnes qui ont choisi en fonction justement de ce qu'ils appelleraient l'intégration linguistique approximative. Et même dans la reconnaissance, même. Ils connaissent même pas le pays dans lequel... Ça, c'est un premier élément. Ou alors, vous avez un discours un tout petit peu radical et fermé. C'est-à-dire que vous avez vos principes et puis vous êtes dans l'altérité permanente. C'est-à-dire, il y a mes principes et des gens qui, psychologiquement, peuvent être vraiment très sincères. C'est-à-dire, ils sont sincères par rapport à leurs principes. Mais quand vous êtes dans le débat avec la société française, ils confirment les appréhensions. C'est-à-dire, ils confirment les peurs. Leur sincérité... Non, c'est pas l'instrumentalisation. Ils sont sincères, mais ils sont instrumentalisés. Exactement, ils sont instrumentalisés. Eux sont sincères, mais ils sont instrumentalisés. Et puis, vous avez ceux qui sont d'un autre côté, qui sont partis de ce que j'appelle le monologue interactif. C'est-à-dire, ils disent exactement ce qu'on a envie qu'ils disent. Ils ont juste un nom un peu arabe, mais ils ont un discours très... rien du tout, en fait. Ils ont la dénomination musulmane, mais ils n'ont pas le fond, ils ne connaissent pas... Tout ceci, ça va. Quand vous arrivez
et que vous ne répondez pas à cela, et que vous arrivez en disant, écoutez, moi je suis aussi occidental que vous. Ma culture, elle est là. Maintenant, moi je suis un arabe d'origine. D'accord, je suis un Africain d'origine. Et il n'y a aucun moment où vous me ferez croire, où vous me ferez penser, où vous m'amènerez à supposer que mon origine est inférieure à votre être. Je n'ai rien à vous prouver d'autre que je suis l'égal de qui vous êtes. Et que vous avez la langue et que vous avez la connaissance de l'histoire, c'est-à-dire et de l'histoire factuelle, de l'histoire de la pensée, ben vous devenez extrêmement dangereux. Vous êtes l'incarnation de l'ancien sujet devenu égal citoyen et qui a sa couleur et qui est dans la diversité. Le problème de ce pays, c'est que dans le paysage intellectuel, spatial, social et même architectural, le grand problème de la société française, c'est la visibilité. Dès que vous êtes visible, vous êtes problématique. Ce que vous êtes en train de nous dire, quand vous l'assumez, vous êtes dangereux. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le processus d'intégration n'est acceptable quand on est issu des minorités, à l'échelle de l'élite, que lorsqu'on a un ballon au pied ou à la main, mais sûrement pas quand on a des livres et un micro à la bouche. En gros, si on est Zidane, on nous applaudit. Si on est Tarek Ramadan, on est cloué au pilori. Non, c'est pas ça. C'est plus complexe. C'est-à-dire qu'en fait, ce que on fait payer à M. Ramadan, c'est qu'il est nuance. Il n'est pas caricatural en étant dans une logique purement rigoriste sur le terrain religieux. Il n'est pas non plus caricatural en parlant pas du tout la langue de Molière et en étant dans un comportement de docilité et d'infériorisation. Comme il est entre les deux, qui connaît sa foi, qui sait parler français, qu'il a des convictions et qu'il n'est pas là pour se soumettre à l'autorité et qu'il n'a pas de complexe d'infériorité qui l'habite, ça dérange. Mais ça, c'est au-delà de ça, le propre des sportifs. au-delà de Il y a ça, beaucoup de je pense sportifs qui sont... Non, les de- sportifs, attends, je finis mon raisonnement. Oui. Regarde les sportifs quand ils viennent sur un plateau télé. Ils sont contents d'être là. Ils sont contents d'être là. L'intellectuel, quand il vient sur un plateau télé, il vient pour passer un message. Le sportif, il vient pour faire la publicité pour ses crampons. Donc c'est pas la même chose. Et même au-delà de ça aussi, C'est pas la même chose. Il faut dire les choses comme on elles nous sont. aide pour fréquenter effectivement, et là je passerai des messages à tous ces artistes qu'on a invités, qui ont décliné pour certains l'invitation parce qu'ils m'ont dit pour certains, nous ne sommes pas des leaders. Ils ne sont pas aussi intellectuels. Les sportifs, certains vont dire nous on joue, on n'a pas envie Bien sûr. de fédérer. Et je pense qu'au niveau de M. Ramadan, ça a été à un moment donné aussi ça. Ce qui a pu faire peur, c'est qu'il puisse fédérer une communauté qui, à un moment donné, puisse voter. Et ça peut faire très peur. Maintenant, ce que moi je voulais vous dire, M. Ramadan, c'est que dans ce que j'entends, pour synthétiser, ceux qui venaient vous écouter auraient dû savoir que c'était à eux de prendre du recul, de savoir que vous étiez là uniquement pour un message. Donc c'est un peu à eux la responsabilité. Ceux qui est autour de vous sur les institutions, on a reparlé des institutions, c'est eux qui vous ont pressé comme un citron. J'ai eu encore, pour synthétiser, encore un autre fait où je me suis dit, mais en fait, Tarek Ramadan, c'est qu'une victime. C'est qu'une victime. Où est sa part de responsabilité là-dedans? Parce que dans tout ce qu'on vient d'évoquer, la faute, c'est les autres. C'est ceux qui venaient, ceux qui étaient autour de vous. Et même le troisième encore, je me rappelle plus de... Il y avait un troisième que j'avais retenu, je n'ai pas de quoi noter. Et je me suis dit, non, il faut que je vous en parle. Où est votre part de responsabilité? Est-ce que vous en avez une? Parce que si la faute, c'est uniquement les autres, alors pourquoi ils se sentent aussi déçus? Pourquoi certains, moi j'en connais, certains, je vois une fille qui m'a dit oui, qu'elle avait suivi toutes vos conférences. Bon, alors il faudrait que je lui dise, bon, c'est de ta faute. C'est de ta faute, fallait. Vous savez, mais vous je aviez une responsabilité là-dedans, et surtout quand, je finis juste, surtout quand on sait que politiquement, c'est aussi au niveau politique, médiatique, c'est les médias, l'islamophobie, je comprends, moi aussi, c'est de leur faute aussi. Alors ces trois plans-là, l'audience, les médias, les institutions. Monsieur Ramadan s'est baladé à travers ces trois choses-là, c'est pas lui, c'est les autres. Mais ouais, mais quand on sait qu'on a une telle importance et qu'on peut fédérer politiquement, Monsieur Ramadan,
on a une responsabilité, on fait attention, on sait qu'on marche en terrain miné. Philippe, permettez-moi juste de réagir en faisant le lien entre ce qui vient d'être dit et ce que vous dites. Ce qui vient d'être dit est essentiel, c'est-à-dire que moi, toute ma vie, j'ai été un adepte, et un de mes livres, je l'ai dédié au point-virgule. Parce que le point-virgule, c'est la ponctuation qui permet d'accéder à la phrase complexe et à la pensée complexe. Et moi, je suis dans la nuance. Et quand on est dans la nuance, à partir de ma position, on a traduit mes nuances par un double discours. C'est-à-dire que quand j'étais nuancé en disant « Attendez, c'est pas comme ceci, c'est plus complexe que ceci », quand vous avez Edgar Morin, la pensée complexe, c'est l'élite de la pensée. Quand vous avez un musulman, la nuance, c'est le double discours, c'est pas clair. Et là, qu'est-ce que j'ai répondu à ceux qui me disaient que j'avais un double discours? Je leur disais « Non, non, j'ai pas un double discours, vous avez une double audition. » C'est-à-dire que vous entendez ce que j'ai pas dit. Et pas de cette façon-là, je suis plus nuancé. Et là, je suis obligé de dire que dans ce que vous avez entendu, il y a un tout petit peu de double audition. Je n'ai pas dit exactement ceci. Je n'ai pas dit que... Et moi, encore une fois, je n'ai jamais été un moralisateur et je ne me soumets pas au moralisme. C'est-à-dire, je n'aborde pas mon histoire sur la faute. La faute. À qui la faute? Oui. Non. J'ai une conception de la morale qui commence par la responsabilité. Le seul responsable de mes actes devant Dieu, et ce n'est pas parce que je vous enlève de ma relation à Dieu que je ne vous dois pas, à des moments donnés, des explications en tant que public ou en tant que personne. Ma responsabilité, je l'assume. Je suis le seul responsable des actes, des faiblesses, des vulnérabilités et des fautes que j'ai commises. Point. Point. Le discours qui consisterait à utiliser la faute morale pour me mettre dans une position de défensive, non. Parce que nous avons, vous savez, nous avons dans la tradition musulmane, mais c'est vrai en plus dans toutes les autres traditions, mais la tradition musulmane, elle dit « l'erreur de ton frère, couvre-la ». Non pas pour la cacher et pour qu'il fasse comme si ce n'était pas important, mais laisse-lui la résoudre. Aide-le à résoudre l'équation morale qui est la sienne. Et moi, c'est ce que je vous dis. Je veux dire que si vous voulez parler de faute, je l'ai assumé, reconnu, et j'en suis le seul responsable. De victimisation aussi. Pardon? De victimisation, de se dire que la faute, vous n'avez... C'est beaucoup l'extérieur qui a agi et que vous avez subi, vous. Non, non. Ce dont je rends responsable un certain nombre de gens qui sont autour de moi, ça n'est pas de ma faute. C'est parfois de leur réaction à la faute. Moi, de ma faute, je l'assume. Et j'ai jamais rendu personne responsable de ce qui m'arrive autre que moi. Ça, c'est des choses qui m'appartiennent et avec lesquelles je vis et que j'essaye de résoudre de moi à moi. Et je vous le dis, dans ma trajectoire personnelle, dans ma trajectoire spirituelle, eh bien, les choses m'ont permis d'évoluer et de grandir de ce point de vue-là. Maintenant, quand vous parlez de pourquoi ça m'est arrivé, ce n'est pas la responsabilité de ce qui est arrivé, mais quelles sont les causes secondaires de ce qui m'est arrivé? Eh bien, une des causes secondaires, c'est qu'effectivement, j'ai été entouré de gens qui ont plus idéalisé l'homme pour qu'il parle qu'accompagné l'homme pour qu'il se protège. Et ça, c'est la réalité. Est-ce que je suis responsable de ça? Mais bien sûr, j'aurais dû mieux m'entourer. Ah oui, j'aurais dû mieux m'entourer, mais je ne l'ai pas. J'aurais dû mieux m'entourer. Aujourd'hui, je le sais, vous savez, l'épreuve vous permet de savoir qui sont vos frères. Ceux qui restent, ceux qui ont compris ce qui se passait. Il y en a beaucoup qui sont partis. Et ça me fait penser à Mohamed Ali, à tous ces grands sportifs qui ont fait le combat de trop, qui ont été Tyson, qui ont été aussi parfois grisés par... Mais je vois bien comment vous percevez les choses. Vous êtes beaucoup dans la perception extérieure, grisé par le monde, et puis la population. Mais c'est pas ça que je vis, moi. Ce que vous dites, mais totalement étranger. Je ne suis pas en train de compter le nombre de gens qui me suivent. Je n'ai jamais été un adorateur du public qui me suit ou être grisé. Ça ne m'intéresse pas, ça. Ça, c'est la perception extérieure. Vous me voyez de l'extérieur, vous m'entendez de l'extérieur. Permettez-moi de vous proposer pendant l'ombre d'une seconde, là, d'une minute, de m'entendre de l'intérieur. Ce n'est pas le nombre. J'ai fait des conférences en arrivant dans des salles, je dis, vous savez, tout ce nombre-là ne m'impressionne pas. S'il y a une personne qui entend ce que je dis, ça me suffira.
parce que c'est mon éducation spirituelle, ça. J'ai jamais été dans cette espèce de starification. Moi, je l'ai pas vécu comme ça. J'ai été au service d'un maître. J'ai pas vécu, j'ai pas fait de moi une star, même si c'est perçu comme ça de l'extérieur. Donc cette idée de Mohamed Ali qui a fait le combat de trop, non, j'ai pas fait de combat de trop, parce que je suis au service d'un message qui me dépasse. Donc la première des choses, c'est que j'ai pas rendu responsable les gens, des institutions qui étaient autour de moi, effectivement, quand on dit à un moment donné, il faut que vous soyez entouré par des gens qui vous protègent de vous-même. Est-ce que j'ai fait cela? Non. J'ai pensé, je vous l'ai dit, vous ne l'avez pas entendu. Si, j'ai entendu. Non, je vous le répète, pour que vous l'entendiez bien. Je vous le répète profondément. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'aurais dû effectivement m'entourer de... J'aurais même dû, dans la question que vous avez posée, faire en sorte que ma famille soit le rempart le plus... Et de pouvoir le dire. Je ne l'ai pas fait. Et donc, à un moment donné, je le reconnais, ceci. Mais vous n'êtes pas le tribunal de ma conscience et de ma morale. Moi, je ne suis qu'un porte-parole aujourd'hui de certaines personnes qui exactement, mais cette fameuse personne qui était dans ces conférences, celle qui aurait pu entendre votre discours, si elle était à ma place aujourd'hui, qu'elle vous disait, Monsieur Ramadan, j'avais entendu votre discours, aujourd'hui je suis déçu, je me sens bafoué, je suis avec vous, je vous... Pour si elle est déçue. Moi, c'est-à-dire qu'elle fait pas... Excuse-moi, Monsieur Ramadan, pour compléter un peu ce qui est dit. Si cette personne est déçue... Elle se sent perdue, abandonnée. Elle s'est sentie lâchée. Oui, mais il faut aussi responsabiliser les nôtres. Il faut arrêter de les infantiliser. C'est-à-dire que si cette femme ou cet homme se sent déçu, abandonné, abusé, désabusé, c'est qu'elle n'a pas fait la distinction entre le message et l'homme. C'est ce qu'on se disait aussi. Et ça aussi, chez les nôtres, il faut qu'on dise les choses. On a tendance à mettre sur un pied d'égalité, un piédestal, pardonnez-moi, toute personne qui a du charisme. Et ça, c'est dangereux. Et souvent, on en parle, toi et moi, en coulisses. Quand je me protège, quand je passe sur les réseaux sociaux, j'ai des gens qui m'interpellent dans la rue qui me disent « Mais pourquoi vous n'êtes pas sur Instagram à faire des vidéos, à raconter ce que vous faites ?» Je dis « C'est pas mon rôle. Moi, je viens, j'interviens sur une émission, je donne mon point de vue et je m'en vais. Ne cherchez pas à mettre des gens à un niveau ils ne veulent pas forcément être. » Et ça, c'est un manque de confiance en soi qui fait qu'on va attendre chez l'autre un messie, un héros, un prophète qu'il n'est pas. Mais ça, c'est l'histoire de l'humanité. Oui, mais il faut en sortir. La nature humaine. Oui, mais il faut en sortir. Il faut se départir de ça. À un moment donné, trouvez-moi on est dans la pensée binaire. Trouvez-moi un collectif qui n'a pas un guide. Mais il faut faire la différence. La question, elle est soit on est dans le leader qui serait responsable de tout, soit on est dans la victimisation de la communauté qui serait responsable de rien. En fait, on l'a trompé. Non, attendez, moi, j'ai passé ma vie à éduquer les gens. Je vous le dis, à un moment donné, je réalise aujourd'hui que j'ai enseigné beaucoup de choses. Je n'ai pas réussi à enseigner le courage, d'une part, et d'autre part, l'autocritique, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que vous projetez sur les gens? J'ai écrit un livre sur Malcolm X. Si vous lisez sa vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le processus américain qui a été de mettre en avant Martin Luther King, Malcolm X ou Rosa Parks, c'est un mensonge historique, c'est-à-dire c'est sortir des leaders pour soit les idéaliser comme Martin Luther King, soit les diaboliser comme Malcolm X, sans savoir qu'ils font partie de tout un courant, ils sont porteurs de toute une société, d'un mouvement. Et moi, c'est ce que je dirais à cet homme ou à cette femme dont vous parlez, c'est dire, non mais attendez, si votre déception de l'homme fait que vous n'êtes plus capable d'entendre le discours, c'est que vous n'avez pas compris le discours de l'homme. Tout simplement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas ça. Si on ramène un peu à une considération justement individuelle et personnelle, moi, en tant que croyante, je me pose une question. J'ai 3 fils. Donc, quand je me réveille le matin pour les accompagner à la crèche, je me réveille très tôt et je prends toujours le temps, malgré la fatigue, les pannes de réveil, d'essayer de lire quelques versets du Coran avant de sortir de chez moi. Parce que je sais que c'est source de rapprochement finalement du divin et c'est source aussi d'écartement de tout ce qu'il y a de néfaste dans notre vie, même s'il n'y a pas que ça. Et quand je vous vois, professeur Ramadan, donc un homme qui a donné sa vie à la foi, au fait d'apprendre et au fait de se rapprocher du Créateur, bah, finalement, est-ce que vous ne contradisez pas cette promesse qui est de rapprochez-vous de moi et lisez mon livre et vous allez effectivement vous éloigner de ce qu'il y a de sombre dans cette vie. Mais si, avec tout ce que vous faites, avec toute votre discipline, vous avez la certitude qu'à aucun moment de votre vie, vous allez traverser une faiblesse, ou une épreuve, ou une solitude, ou un questionnement, ou faire une faute, vous lisez mal. Et on n'est protégé de rien. Le seul être qui nous protège, c'est l'être suprême. Et on a tous des moments de faiblesse. Et à un moment donné, vous savez, je répète souvent, c'est parce que ça ramène aussi à ce qui est dit, cette histoire de cet homme qui va voir un des compagnons du prophète qui dit « Mais quand je suis dans sa présence, c'est comme si je voyais le paradis et l'enfer. Puis quand je retourne chez moi, j'oublie. » Il dit « Mais c'est comme ça. Parce que si tu n'étais pas comme ça, tu serais un ange. »
Tu n'es pas un ange, tu es juste un être humain. Et donc, à des moments donnés, on a ceci, ça nous Donc, arrive. selon vous, on peut avoir un grand niveau de connaissance spirituelle et aussi le coupler avec le fait de commettre ce qu'on appelle des grands péchés en islam. Mais bien sûr, évidemment, évidemment. Et parmi ceux qui m'ont formé et des grands savants, je peux vous dire que je le sais, ceci, mais que j'ai jamais confondu la grandeur de leur savoir avec la potentielle Petitesse de leur être. la faiblesse de ce qu'il peut avoir. Parce que, je veux dire, c'est même arrivé avec tout le fait qu'il n'ait pas commis de grands péchés et de péchés, à des moments donnés, une idéalisation même de la figure du prophète. Au point que son ami le plus proche, quand il meurt, il dit à toute la communauté, ceux qui adoraient Mohammed, sache qu'il est mort. Le seul qui reste vivant, c'est Dieu. Lui, c'est qu'un être humain. C'est pour ça qu'on fait la différence entre notre tradition, la tradition chrétienne, divinisant Jésus. Nous, c'est des êtres humains. Donc moi, ce que j'aimerais vous dire, et que je termine parce que ça me paraît quand même important que vous l'entendiez bien de l'intérieur, je n'ai jamais considéré que les institutions ou que le public était fautif. Je dis simplement à ceux qui sont dans cette posture-là, Dieu merci. Il m'est arrivé une chose qui va peut-être vous faire grandir. Vous faire sortir de la victime qui idéalise et qui va à un conférencier et puis qui est content parce qu'il y a le nom. Il dit, attends, tu vas réfléchir maintenant à ce que je disais. Tu vas réfléchir à ce que j'ai appris, moi. C'est-à-dire, aucun homme n'est suffisamment excellent pour devenir l'idéal de ton projet de vie. Il n'y a que Dieu qui soit la perfection. Les êtres humains sont tous faibles. Et moi le premier. Et qu'à partir d'un certain moment, ne sois pas déçu de sa faute. Vous savez, je vais vous dire un truc. Parmi ceux qui ont été les plus proches de moi au moment où je suis sorti de prison, ce sont des gens qui étaient très littéralistes. Très littéralistes. Étonnamment, parce que bon, moi, c'est pas mon école de pensée. Et il y en a un qui a fait le voyage depuis l'Angleterre jusqu'à Paris et qui est venu me voir. Et il me dit, tu sais ce qu'il y a d'important dans ton épreuve? C'est pas le fait que tu sois tombé, c'est la façon dont tu te relèves en voulant continuer à servir. C'est ça le plus important. Et moi, je vais continuer. Et à ceux qui m'écoutaient avec autant d'enthousiasme avant, la seule chose que je peux vous dire, je dis, mais est-ce que vous pouvez avoir le soupçon qu'aujourd'hui, où vous ne m'écoutez pas, je suis meilleur que hier, où vous ne faisiez que m'écouter? Est-ce que vous comprenez que moralement, quelque chose a changé? Vous n'écoutez plus un être qui est devenu meilleur que celui que vous écoutez hier au nom de votre déception. Alors la déception est une émotion malvenue en la circonstance. La spiritualité, c'est de la dépasser. C'est de comprendre le message et d'y venir. J'aimerais vous dire un dernier élément parce que je crois que dans toute la discussion ici, il y a quelque chose qui manquerait à la réalité de l'homme. Quand je vous dis qu'il y a sur ce plan-là, il y a eu les médias et il y a eu le politique, j'aimerais que vous compreniez une chose. Parce que vous avez raison. À un moment donné, on sait ce qu'on représente et on sait qu'il y a des pièges et on sait qu'on peut tomber. Oui. Il se trouve que si j'avais été aussi hypocrite que ça, j'aurais joué avec ceux qui voulaient me faire tomber. Je savais qu'ils voulaient me faire tomber. Et quelques mois avant ceci, avant que commence l'affaire, la DGSI vient me voir en disant « On vous a à l'œil, on sait ce que vous êtes en train de faire ». Ils sont en train de me dire « On vous surveille ». Je le savais, j'aurais dû redoubler de vigilance. Mais les voies du Seigneur, de Dieu, et les voies de la réalité spirituelle ne sont pas forcément les voies du calcul politique. Je sais qu'ils font ceci, il faut que... Donc, mais je savais ceci. Et à un moment donné, vous apercevez que la machine politique, elle va vous prendre de là où elle peut connaître une certaine faiblesse qui est la vôtre, et puis construire là-dessus. Et donc, quand vous dites la faute, c'est les autres, n'enlevez pas à cette affaire sa connotation politique et sa dimension politique. J'aimerais revenir justement sur cette dimension politique avant de céder la parole au public et de basculer dans la dimension purement spirituelle. On parle de... Vous avez évoqué... là, on est sur la dimension politique. Et alors, j'écoute ce que vous dites, comme tout le monde. Ça déborde de sagesse, il y a de la lumière. Vous avez écarté un certain nombre de doutes. Vous avez éclairé sur d'autres aspects. Et puis moi, en écartant comme ça les hypothèses, il y en a une qui demeure sur les raisons de votre sacrifice public, si je puis dire, ou
de votre extinction médiatique, est-ce que vous n'avez pas payé votre prise de parole à l'encontre d'Israël, à l'encontre d'une certaine forme de sionisme dur? Parce que je me souviens que médiatiquement, vous étiez entré en scène de façon fracassante sur le plateau de Ardisson, et vous aviez face à vous Claude Askolovitch, qui vous avait reproché d'avoir dressé une liste où vous aviez énuméré un certain nombre d'intellectuels juifs qui avaient pris position pour défendre Israël. Est-ce que, finalement, quand on écarte toutes les hypothèses, est-ce que ce n'est pas ce qui reste? Est-ce que vous n'avez pas été ciblé précisément pour ces positions réaffirmées de plateau en plateau? La question, elle est importante. Vous savez, je fais des déjeuners littéraires et j'ai décidé que le prochain que je ferai reviendrait sur un livre qui s'appelle « Mon intime conviction », que j'avais d'abord appelé « Face à nos peurs ». Pourquoi je vous parle de ce livre-là? Parce qu'il y a tout un chapitre à la fin qui met en évidence tous les fronts d'opposition que j'avais. Et les fronts d'opposition que j'ai eus sont multiples. J'ai eu beaucoup d'ennemis. Et quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, un de mes collègues à l'université d'Oxford m'a dit « Tariq, tes ennemis sont puissants. » Mais ils ne sont pas seulement puissants, ils sont multiples. Et donc, moi, je faisais le compte. Il y a effectivement, dans mon opposition et dans ceux qui sont opposés à mon discours politique, il y avait, en France, on en a parlé tout à l'heure, une certaine façon de concevoir la présence de celui qui n'est pas vraiment des nôtres. C'est-à-dire l'ancien colonisé, et avec une certaine idée de la laïcité, qui n'est pas une idée de la laïcité qui est ouverte aux religions, mais qui confond laïcité avec athéisme militant ou le laïcisme idéologique. Donc vous avez ceci. Vous avez celles et ceux qui ont pensé que j'apportais sur le plan occidental et européen et français en particulier une nouvelle parole religieuse. Et dans leur esprit, la parole religieuse est forcément patriarcale et s'oppose aux femmes. Et donc vous avez tout un plan, mais pas toutes, certaines féministes qui ont pensé, dès qu'on parle d'islam, c'est fini, c'est contre la femme, et en plus il est pour le droit à la femme de porter ou non le foulard, donc ça veut dire que... Donc vous avez ceci. Vous avez d'autres qui pensent que le retour de la pensée religieuse est forcément homophobe et anti-homosexualité au point de condamner tout le monde. Donc il y a toutes ces réalités-là où j'avais des gens. Il se trouve que certains intellectuels français font partie des trois en même temps. Vous avez effectivement... Caroline Forest, pour ne pas la citer. Puisqu'on est là où on peut dire... C'est la caution juridique, c'est la caution juridique. Lui, il peut y aller. S'il donne le nom, il assumera au barreau. Tant qu'il n'y a pas d'injure, tant qu'il n'y a pas de diffamation. Attendez, ce qu'il faut savoir, il a cité Caroline Forest, il faut savoir que j'ai été acquitté en Suisse de l'accusation de viol et que l'avocate et la reconnaissance par les présidents du tribunal qu'en fait la plaignante, comme les plaignantes françaises, sont en contact avec mes opposants. Il cite Caroline Forest qui appelle les plaignantes en leur disant « Si vous portez pas plainte, il va s'en sortir. » Il va s'en sortir de quoi? Du piège dans lequel on l'a fait tomber. Donc elle est complètement dedans. Donc il y a une plainte à son encontre de votre part? Bien sûr. Et là maintenant, on a une plainte en même temps puisque publiquement, elle m'a traité de violeur et qui est une atteinte à la présomption d'innocence. Non, elle n'a pas fini avec moi sur son parcours. Et puis, il y a effectivement... ma position. Moi, j'ai eu des animateurs de télévision qui me disent Tariq, si tu veux être écouté dans ce pays, arrête de parler de la Palestine. Ne parle pas de la Palestine. Et des gens qui ont pignon sur rue aujourd'hui. Et donc, ma position sur la Palestine et ma critique de la politique israélienne, mais pas seulement. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai été enfin, vous le savez sans doute, ou je le répète. J'ai été interdit là-bas. J'ai été interdit par 9 pays majoritairement musulmans. L'Arabie Saoudite, les Émirats, la Mauritanie, la Libye, la Tunisie sous Ben Ali, etc. Bon, il y avait tous ces pays-là. Donc il y a, pour les pays majoritairement musulmans, une voix en Europe qui est extrêmement critique et qui, de ce point de vue-là, fait en sorte que il faut l'annihiler. Et donc, dans mon affaire, quand vous voyez tous ces fronts-là, eh bien, vous apercevez qu'en fait, effectivement, dans pratiquement tout ce qui concerne les plaignantes, il faut savoir que pratiquement tous les avocats des plaignantes travaillent pro bono. Alors, de deux choses l'une. Soit c'est gratuit, soit il y a quelqu'un qui les paye. Or, on s'est aperçu, en fait, c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'il y a même des avocats qui étaient des avocats de plaignantes qui payaient des plaignantes. Okay. C'est-à-dire, d'où vient l'argent?
Donc, et puis vous voyez de ce point de vue-là que jusqu'à l'expert qui va formuler la seule chose sur laquelle tient aujourd'hui mon affaire, c'est-à-dire l'emprise, cet expert-là, il est dans une association dont 16 membres sont des gens qui ont eu affaire avec moi idéologiquement, dont un pied est à Paris et l'autre pied est à Tel Aviv. Et ça a été ma question à la juge, en disant, écoutez, est-ce que pour faire un rapport impartial de psychiatrie, quelle qu'aurait l'idée, quand l'accusé est tibétain, d'aller demander à un expert du gouvernement chinois? Est-ce que ça tient la route, ça? Ça ne tient pas, et ça ne tient pas, mais ça tient en France. Donc vous voyez que ça tient. Mais ce n'est pas simplement ceci. Ce que je vous annonce et qui a été sorti dans le New Yorker, qui a été repris par Mediapart du New Yorker, c'est qu'en fait, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'une nouvelle que moi je ne connaissais pas, c'est qu'en août 2017, 3 mois avant la première plainte, il y a une réunion dans les Émirats arabes unis avec une association suisse qui s'appelle Alp Services. Cette association-là, elle reçoit 8,5 millions du gouvernement des Émirats pour cibler 800 leaders, dont le premier, c'est Tariq Ramadan. On dit on peut le faire tomber sur la base de sa vie privée. Tout ceci est acté. Et il demande à qui? À Yann Hamel, un journaliste franco-suisse, et il lui paye pour faire des articles contre moi. Et lui, il remet un rapport à ceci. Donc tout ceci, vous savez, quand je parlais d'un traquenard et tout ceci, on dit mais non, il n'y a pas de complot. Même des gens qui étaient proches de moi, Alain Grèche qui dit non, moi je ne crois pas au complot politique. Je dis, Alain Grèche, je veux dire, pour quelqu'un qui connaît le Moyen-Orient, ne pas y croire, c'est suspect pour moi de ne même pas y croire. Et donc on a ici pour la première fois, factuellement confirmé, l'implication d'un État qui paye une compagnie et qui paye des journalistes pour écrire des articles 5 jours avant la première plainte. Qui est le premier journaliste qui écrit en demandant à des femmes de porter plainte contre moi? Le même Yann Hamel, qui a reçu de l'argent par une association suisse qui travaille pour le compte des Émirats arabes unis, dont le but pour eux, qu'est-ce que c'est? C'est d'annihiler en Occident toutes les voix de citoyens libres de confession musulmane ou de leaders qui vont dire des choses contre eux, parce que moi, qu'est-ce que je dis? Je dis tous les États du Golfe sont des dictateurs, ce sont des corruptions, tous, sans exception, et je l'ai écrit pour tous, sans exception, et donc de ce point de vue, vous vous apercevez qu'il y a une véritable dimension politique. Alors effectivement, je paye mon discours sur Israël, c'est une évidence et je le vois dans mon dossier. Je paye mon discours par rapport à la laïcité en disant « vous êtes des traîtres à la laïcité en France parce que ce que vous dites n'est pas ce que dit la loi et donc vous êtes des idéologues de la laïcité, pas des gens qui respectent, parce que nous, on n'a aucun problème avec la laïcité. Donc j'ai, au niveau français, une partie du gouvernement de ce point de vue-là. J'ai des lobbies qui sont des lobbies plutôt de mœurs, qui considèrent que dès qu'il y a une partie religieuse, et ils sont aussi dans le dossier, un de ceux qui connaît toutes les plaignantes s'appelle El Fassi, c'est-à-dire que c'est un paparazzi qui... Attendez, il faut entendre ce qu'il dit. Je veux dire, l'une des plaignantes, elle a des propos nazis, elle est antisémite, mais caractérisée. C'est comme si ça ne faisait rien. Mais d'un autre côté, vous en avez un autre qui dit les Arabes et les musulmans infestent la France. Et c'est grâce à moi que Tariq Ramadan est au trot. Donc vous avez de ce point de vue aussi cette réalité-là. Et puis le monde arabe, qui effectivement, vous savez que les plaignantes ont été invitées en Égypte, alors que ce sont des pays contre lesquels j'ai dit la corruption et j'ai dit le caractère dictatorial. Comment expliquez-vous cette absence de front pour vous protéger au sein de la communauté musulmane? Alors écoutez, première des choses, c'est qu'il faut distinguer. Il y a eu, dans un premier temps, au moment où c'est apparu, il y a eu un vrai soutien. Il y a eu un vrai soutien. Ensuite, quand il y a eu un certain nombre de révélations sur la dimension morale, il y en a qui se sont rétractés. Souvent des leaders et souvent des gens qui avaient un peu pignon sur rue. Alors, ce que j'ai vu dans leur rétractation, c'est... Alors pour certains, ça peut être légitime, on a besoin de temps pour réfléchir, j'ai aucun problème par rapport à ça, et certains se sont complètement tus, et j'accepte leur silence. À un moment donné, on ne sait pas ou on ne veut pas s'exprimer. Il y en a d'autres qui ont fait le contraire et qui se sont exprimés de façon extrêmement négative. Ce que j'ai eu, moi, de la part de la base,
ce que je vois quotidiennement de la part de la base, ce n'est pas du tout un lâchage. Ils ne sont pas dupes. L'immense majorité des Français, ou même des Européens ou des Occidentaux de confession musulmane qui sont à la base, ils ne sont pas dupes de ce qui a été un complot politique. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir été déçus de l'aspect moral, mais ils ne sont pas dupes de l'aspect politique. Et donc, je n'ai pas été lâché de ce point de vue-là, et même si j'ai été lâché par certains qui ne veulent plus entendre, je reste de ce point de vue entouré. Si je peux me permettre, M. Ramadan, on est dans les funérailles des tabous, on le sait. Sur cette dimension-là, ça peut porter à confusion dans la mesure où, à une certaine époque, votre apparition générait des centaines de milliers de vues. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus résiduel. Il y a des youtubeurs qui font tout et n'importe quoi, qui ont beaucoup plus de vues, même si vous êtes dans la qualité plus que dans la quantité. Néanmoins, il y a une chute vertigineuse de votre audience et de votre influence. Donc on ne peut pas dire que la base n'a pas été dupe. Peut-être que mais moi, ça ne m'intéresse pas. D'accord. C'est-à-dire ça ne m'intéresse pas. J'ai pu voir que sur certains sujets, il y avait un public. Ça ne m'intéresse pas, cette réalité-là. Et effectivement, je veux dire, même par rapport à mes réseaux ou les réseaux sociaux, il y a une réalité qui a changé. Mais ça, je l'assume. Ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que je ne me suis pas senti abandonné par la communauté au sens où ça peut être exprimé. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont cessé de s'exprimer. Alors, comme avant cette affaire-là, certains avaient peur de s'associer à moi, c'est une chose. Maintenant, c'est encore pire. C'est-à-dire que maintenant, c'est vraiment, il faut éviter. Peut-être même que vous avez demandé à des gens de venir ici, vous dites surtout pas avec lui, ça va foutre en l'air ma carrière. Ok, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là, ça, je le vois. Et pourquoi est-ce que ça arrive? Certains, parce qu'ils ont extrêmement peur des conséquences que ça peut avoir sur leur carrière, que ce soit une représentation intellectuelle ou académique ou sportive ou autre. D'autres, parce que eux aussi ont peut-être des choses à se reprocher et puis qu'ils savent que... Moi, j'ai vu des gens changer d'attitude parce qu'eux-mêmes ont des casseroles, c'est-à-dire eux-mêmes, ils ont des choses à se reprocher, donc ça les regarde à partir d'un certain moment. Quant au reste, j'aimerais juste répondre à cela en disant, c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Je n'attends pas de la communauté une reconnaissance, de la même façon que je n'attends pas que la communauté attende de moi la sempiternelle repentance, excusez-moi. Non, aujourd'hui, je suis au service de quelque chose de plus important. Très bien. Est-ce qu'il n'y a pas, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi aujourd'hui, au travers de cette épreuve, est-ce qu'il n'y a pas un révélateur de la sincérité ou de la non-sincérité des gens? Parce que une personne qui refuse de débattre avec vous ou d'échanger avec vous parce qu'elle a peur pour sa réputation, en réalité, elle est davantage soucieuse de ce que les gens vont penser que du message qu'elle veut véhiculer. Parce que si tu viens dans un état d'esprit qui est celui de partager des valeurs, des principes, de tolérance, de liberté d'expression, d'acceptation de l'autre, qu'est-ce que tu en as à faire des répercussions sur ta carrière ou pas, si tu incarnes ces valeurs-là? Donc, en réalité, pour moi, vous êtes devenu un outil de vérification de la sincérité ou de l'insincérité de l'autre, plus qu'autre chose. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, parce que pour moi, quelqu'un qui revendique une liberté d'expression, qui revendique la tolérance, et qui n'est pas en capacité d'échanger avec vous, de débattre avec vous, et qui se suscite sa carrière, en fait, il n'est pas sincère. Alors, ou il veut continuer à manger, remplir son frigo. Il n'est pas sincère. Parce que la liberté d'expression, c'est pas quand ça t'arrange, c'est tout le temps en fait. Non, c'est jamais tout le temps. Non, mais fondamentalement, il a raison. Non, fondamentalement, si on était sur le terrain idéologique, mais sur le terrain pragmatique de la réalité. Sur le plan fondamental et sur le plan des principes, il a raison. Sur le plan pragmatique, je peux vous dire une chose, avant toute cette affaire-là, mais vous ne savez pas combien j'en ai vu qui refusaient d'être sur les mêmes, pas à l'intérieur de la communauté, mais sur les plateaux en France, mais il y en a qui disent, il ne veut pas débattre avec vous, il ne veut pas débattre avec vous, il veut pas... Tout ça, j'ai connu. Maintenant, il se trouve que c'est à l'intérieur même de la communauté, il y en a même qui disent, il ne faut plus l'inviter dans les mosquées, il ne faut plus apparaître, je ne veux plus apparaître à côté de lui, soit. La question que je me pose, est-ce que ceci dit quelque chose sur moi ou ça dit quelque chose sur eux? Il y a peut-être un fond de jalousie. Il y a d'ailleurs peut-être un fond de jalousie, mais bon, c'est un autre sujet. Herman, c'est vraiment un autre sujet. Merci en tout cas. Voilà. Parce qu'on pourrait parler beaucoup là-dessus et effectivement, il y a d'autres personnes. Les bonnes choses ont une fin. Comme vous avez vu, les funérailles des tabous, on est toujours au rendez-vous de notre promesse. Et aujourd'hui, on a eu un invité qui sent à la fois le souffre et qui, quoi qu'on en dise,
suinte aussi une sagesse réelle. Vous vous en ferez votre opinion. Il n'en demeure pas moins qu'on a répondu à cette exigence qui consiste à inciter la communauté et plus largement l'humanité, en toute humilité bien sûr, eh bien, à se réunir autour de la table ronde pour réfléchir, pour comprendre plus que pour juger, pour comprendre afin de s'améliorer dans sa pensée pour ensuite agir efficacement. C'est ça les funérailles des tabous. Tout seul, on va vite, mais c'est ensemble que l'on va loin. Et c'est ensemble autour d'une table que l'on va loin et haut, au-dessus de notre émotivité, au-dessus de nos passions destructrices, là où nous attend l'excellence, là où nous attend la réalisation de nous-mêmes. C'était les funérailles des tabous. Je vous dis à très bientôt. Au nom de toute l'équipe des funérailles des tabous, je vous remercie d'avoir suivi attentivement cet épisode en espérant qu'il aura mis du grain à moudre au moulin de votre réflexion. Comme vous le savez, notre communauté fait face à un certain nombre de défis, aux allures de déficit. Nous pâtissons, ayons le courage de le dire, d'un déficit entrepreneurial. Nous sommes plus des consommateurs que des acteurs économiques. Où sont nos entreprises dignes de ce nom ? On se rend à Château-Rouge, à Château-d'Eau, on s'aperçoit que les magasins qui vendent nos produits ne sont pas vendus par nous-mêmes, mais par d'autres. Et s'agissant du terrain organisationnel, c'est un secret de polichinelle. Nous ne sommes pas encore au rendez-vous de l'excellence en la matière. Ou même encore, déficit d'ordre culturel. Où sont nos journalistes, nos historiens de nouvelle génération qui peuvent transmettre le sens de la dignité aux prochaines générations? Qu'est-ce que ça donne comme conséquence ? Ça donne une communauté parfois enchaînée ad vitam aeternam au HLM, à l'assistanat. Pire, psychologiquement enfoncée dans une forme de victimisation. Et il se trouve, et Dieu merci, que notre communauté regorge de personnalités ici ou là qui ont une expertise à faire valoir et à mettre au service des nôtres afin de tordre ce déficit et d'engager cette renaissance par l'excellence. Si vous voulez être des acteurs du changement de votre vie, quand on sait que ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Si vous voulez être fort, eh bien, nous avons concocté des vidéos. Mais ce ne sont pas des vidéos de divertissement, ce sont des vidéos qui vous donneront des clés pour vous permettre de faire face à ces défis. Des clés sur le terrain entrepreneurial. Comment réussir à tenir le coup et à avancer avec succès sur ce terrain-là. Des clés sur le terrain culturel. Comment réussir à maîtriser votre logos, à bien vous exprimer, à mettre en avant sur des terrains intellectuels. Des clés d'ordre organisationnel. Comment parvenir à être structuré efficacement et à répondre aux défis que cela impose. Eh bien, c'est simple. Il vous suffit de cliquer dans la barre de description où vous y attendent des vidéos 100% gratuites. Mais gardez bien en tête que gratuité ne rime pas avec médiocrité. Bien au contraire. Mais la vraie question que vous devez vous poser, c'est êtes-vous prêt à devenir les acteurs de votre destin et non plus simplement les spectateurs? Je vous laisse la réponse.